n'a pas l'intention de fuir, mais il y a énormément de gens ici. C'est là tout l'intérêt. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. 4 potes qui parlent de ciné sans se prendre la tête. Bienvenue dans ce 16e épisode du Tri-Podcast. Je suis toujours bien entouré par Victor qui boit double infusion. Ouais. Ça va? Un café, un petit thé, on se met bien. Pierre? Ça va, très bien, merci. Et William, qui es-tu? Comment es-tu rentré ici? Tu es invité? Non, on m'a trouvé à la porte et on m'a demandé de rentrer. Bienvenue parmi nous. Alors pourquoi je te ramène? T'aimes bien le cinéma? J'adore le cinéma. C'est une de mes passions, le cinéma et l'analyse après de tous les films que j'ai regardés. Ok. Tu vas analyser l'émission? Ouais, mais après l'avoir regardé du coup. Aïe, pression de ouf. Chers amis, est-ce que vous êtes en colère? Pas particulièrement. Parce que moi je connais 12 hommes qui sont très en colère et c'est le film dont on va parler. C'est quoi dont on va parler? Moi j'en connais que 11 d'hommes en colère, mais... On envoie l'extrait de 12 hommes en colère. I want you to watch this because I don't want to have to do it again. I'll make myself about 6 or 7 inches shorter, okay? It's about right, maybe a little more. Okay, a little more. 12 Angry Men, sorti en 57, réalisé par Sidney Lumet. C'est la référence en termes de huis clos. Le pitch, on a un jeune homme d'origine modeste qui est accusé du meurtre de son père et risque la peine de mort. Le jury, composé de 12 hommes, se retire pour délibérer et il faut qu'il soit d'accord à l'unanimité pour donner la sentence. Donc ça va être ce débat. Alors quelle est votre approche du film? Quel a été votre souvenir de visionnage, Victor? Alors si je peux me permettre, sur ton résumé... C'est Allociné. Ouais, Allociné, c'est horrible. Allociné, c'est Allo, bouge-toi, quoi. C'est vraiment, non, mais c'est n'importe quoi. C'est un homme noir qui se fait juger par 12 hommes blancs, et c'est ça le film. C'est avant tout ça. J'avais pas remarqué qu'il était noir. Je pense pas que... Bah après, il est pas noir, hein. il est minoré, il est typé, racisé, mais en tout cas. Ouais. En tout cas, voilà, mais on sait pas d'où il vient. Pour moi, il est racisé, ça c'est clair. Et c'est 12 hommes blancs qui vont juger un jeune homme racisé. Pour moi, c'est assez clair dans le film. C'est ce que Lumet, en tout cas, pour moi, veut montrer dans son film. Moi, c'est l'un de mes films préférés, je vais être honnête avec vous. C'est la première fois que je regardais 2 fois un film. La première fois que je regardais 12 hommes en colère, je me souviens très bien, j'avais 17 ans. Et je l'ai tellement aimé que je sais même pas pourquoi, mais je l'ai montré à toute ma classe en philo, alors que ça n'avait aucun rapport avec les cours de philo. Ah si, si. Je m'étais dit que c'était le bon endroit. Non, si, justement. Non, mais je m'étais dit que c'était le bon endroit pour le montrer. Ouais. Et j'avais dit à ma prof, que j'aimais pas beaucoup, mais j'avais dit, écoutez, il faut que je vous en parle, il faut que j'en parle à tout le monde, il faut que tout le monde voit ce film. Et du coup, non, je pourrais vous en parler pendant des heures de ce film. Et les réactions de ta classe, elles étaient comment? En fait, j'ai bégayé quand j'ai dit Sidney Lumet, et j'ai dit Sidney Lunette, et du coup, je me suis fait vanner pendant tout le reste de la classe, c'est tout. Magnifique. Pierre, toi, alors, sorti en 57, tu l'as vu en avant-première, je crois. Moi j'étais pas né à l'époque. Vu en salle, en Technicolor. 12 hommes en colère 3D, je vous Toi qui tournais là. C'est trop bien. Incroyable. J'ai ramené un autographe de... Non, je l'ai découvert à peu près à la même période, pendant mon adolescence. Je savais qu'il fallait que je le voie parce que c'était un titre que j'entendais assez souvent dans mon école de ciné. Et le jour où je l'ai vu, je m'attendais pas à prendre une claque comme ça en fait. C'est un film qui fait date encore aujourd'hui, qui va être analysé non seulement pour des cours de management, des cours de faudrait que je retrouve, de négociation. De débat, de philo. Enfin, en fait, le film, on se rend pas compte au premier visionnage à quel point il est universel dans tous les thèmes dont il parle. Casting incroyable. Après, c'est que des mecs, hein, sinon ce serait 12 hommes et femmes en colère, mais c'est 12 hommes en colère. Parti pris assez fort. Mais je parlerai après du remake de Friedkin qui l'a un peu modernisé dans les années 90. Et je ne savais pas. Ok, j'en parlerai après. Qui sort bientôt en DVD d'ailleurs. Que dire? Il y a beaucoup de choses. Un petit tour de table, on en parlera un peu plus en profondeur, mais en tout cas, le scénario implacable, les acteurs incroyables. Et c'est un film qui me fait encore réfléchir, même encore aujourd'hui, quoi. Enfin, rares sont ces films-là d'une puissance comme ça. Moi, je l'ai vu hier pour la première fois. Je savais qu'il fallait que je le voie.
et je m'en remets toujours pas. Il est vraiment très 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 bon. Tu sais, des fois, tu regardes tellement de films médiocres que tu oublies à quel point t'aimes le cinéma. Et hier, je m'en suis souvenue. Et comme il a dit, il y a énormément de thèmes dans le film. C'est incroyable d'avoir un film avec autant de thèmes et de le faire avec autant de finesse, sachant que c'est un huis clos, avec 3 localisations, je crois, dans le film. Ouais. Oui. 2. Il y a les toilettes et la pièce... Il y a on a la salle. Ah oui, ouais. Il y a la salle dans le tribunal au début. Je crois qu'on a le couloir aussi, la salle des pas perdus. Il y a la salle où le jury délibère. Il y a les toilettes et l'escalier. Enfin, pas délibère, mais pour moi, la salle de réunion et les toilettes, c'est genre une seule. Ouais. Et après, il y a le truc, la salle du tribunal, et il y a le outside vers la fin du film. À la fin du film, les escaliers, Les escaliers. Mais du coup, il est incroyable. Et ben moi je l'ai vu pour la première fois aussi, comme toi c'est un nom que j'entends depuis longtemps. Effectivement, grosse claque. Je l'ai commencé tard et je sentais qu'au bout d'une demi-heure mon corps il voulait aller se coucher et je me suis levé chez moi parce que je voulais vraiment aller au bout. Je me suis levé, j'ai commencé à marcher en rond chez moi et tout pour me réveiller pour le finir parce que c'est vraiment c'est une claque. Et j'ai pas encore beaucoup de recul, du coup, je suis trop content d'en parler avec vous. Qu'est-ce qui fait que c'est un classique ? Question bien vaste, mais est-ce que vous avez des pistes ? Pourquoi c'est aussi bien un huis clos dans une petite pièce avec 12 pélos Le sujet. Franchement, les dialogues. Les dialogues. C'est vraiment les dialogues qui portent le film. Même s'il y a de la réal quand même derrière. Quand même, ouais. Qui est invisible. Sidney Lumet a eu l'idée de la découper en 3 parties distinctes, la réal. C'est-à-dire, au début, il va filmer juste au-dessus du regard, au-dessus des yeux. Pendant le premier tiers du métrage. Ensuite, il va se mettre au niveau des yeux. Et ensuite, les cadres, ils sont en contre-plongée en dessous des yeux vers la fin. Ok. Qui renforce un sentiment de... pendant toute cette action, il y a ce sentiment de gravité, on est dans un huis clos, il fait super chaud, le ventilateur il marche pas. C'est ça aussi, moi je trouve. Et en plus, sujet hyper tendu, vu que tu dois discuter, et la plupart n'ont pas envie de discuter, ou s'arrêtent sur leur opinion qui est fondée sur leur vécu, mais sans prendre forcément de recul par rapport à la situation. Et le personnage d'Henry Fonda qui est là justement pour interroger les 11 autres, mais également nous, spectateurs, quoi. Ouais. C'est ça qui il sait mettre une ambiance dès le début où il fait chaud dans la salle, il n'y a pas de clim. Il y en a qui ont un truc à faire après, du coup ils sont pressés. Et tout ça, ça met une tension dans la pièce qui aurait pu... s'il n'avait pas installé cette tension, ce serait peut-être moins intéressant. Parce que là, en plus du débat, il y a un contexte de... En fait, ils n'ont pas envie d'être là, ils ont juste envie d'expédier le truc. Ouais. Même s'ils ne savent pas exactement s'il est coupable, ils sont en mode bon, allez, on vote tous et on rentre chez nous. Moi, je pense que la tension, elle est aussi vraiment très augmentée par le fait qu'il y a beaucoup d'entre eux qui ont une masculinité hyper fragile. Et bien sûr, c'est moi qui vais le dire sur la table d'hommes. Mais ils se sentent vraiment attaqués très facilement, tu vois. Et du coup, ça aussi, ça augmente vraiment le sens de gravité. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas s'ils vont se taper. À part le scénario et, comme tu as dit, les thèmes, le sujet qui sont incroyables, Pardon, oui. Non, j'allais dire, et à part aussi la musique de Django Reinhardt dans le générique. Oui, bien sûr. Bon, bref. C'est la musique pourrie qu'on a entendue. Bon, bref, c'était... la bande-annonce. Ah oui, c'est pas la vraie musique. C'est pas la vraie musique du film. C'était un mauvais choix pour moi, on dirait une comédie, mais le film, je vous assure, c'est pas une comédie. Moi, ce qui m'a vraiment fait accrocher, sans même trop y penser, c'est la mise en scène et la chorégraphie des personnages avec la caméra. Parce que j'ai l'impression qu'avec les films de maintenant, on est vraiment très habitué au plan contre plan, qui fait que, par exemple, si tu veux montrer la gravité d'une situation, va falloir utiliser les mots, parce que t'as pas trop de champ de manœuvre pour la caméra, etc. Mais le fait d'avoir un huis clos qui est aussi captivant, bien sûr, il y a le scénario, mais la mise en scène, comment je pourrais en parler pendant des heures ? Vraiment, c'est... Ouais, la chorégraphie de quand est-ce qu'ils se mettent debout pour parler, quand est-ce qu'il y a une amorce, quand est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce qu'on est au-dessus, est-ce qu'on bouge, est-ce que lui bouge et tout. C'est vrai que je pense qu'on peut le regarder 10 fois d'affilée et toujours relever des trucs. Parce que c'est sûr que pour faire un huis clos dans une aussi petite pièce, c'est sûr qu'il y a une réal de ouf. Sans qu'on s'en rende compte. En fait, sinon, on ne serait pas pris dans le truc. Tu sens que le réalisateur utilise toute la pièce.
Genre, tu vois qu'il utilise vraiment tout le champ des possibles, des mouvements, Et du coup, quand il y a un plan ou un contre-plan sur la tête d'un personnage, c'est là où tu te rends compte qu'il y a un truc qui va se passer, tu vois. Genre, visuellement, le réalisateur n'utilisait pas juste le script, mais aussi, genre, visuellement, il nous faisait passer des messages. Et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Ouais, il y a des rapports de force. Ouais. Enfin, le film est une. Moi, j'ai pas dit masterclass, j'ai dit une leçon de cinéma, puisqu'il t'explique il t'explique quelque chose dans chaque plan, un rapport de force, qui c'est lui par rapport à lui, comment lui pense que lui il est. Et ces 12 hommes, on a leur portrait à la fin. On sait on sait dire qui est qui, on sait dire ah bah lui il est tel milieu social, à lui il pense ça politiquement, à lui il gagne autant d'argent à la fin du mois. On est capable de tout dire à la fin, les chapeaux, les costumes, il fait chaud, la manière dont il s'essuie, la manière dont ils portent leurs lunettes, leurs chemises et tout ça. Il y a tellement de détails dans le film et moi ça me fait tout de suite vous avez déjà cité le huis clos, mais c'est avant tout une super bonne pièce de théâtre pour moi, puisqu'il y a il y a 12 acteurs qui sont là, qui se distribuent la parole assez comment dire, de façon égalitaire. Chacun parle suffisamment dans le film. Sur le même temps de parole, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Ça joue étonnamment entre guillemets bien, parce qu'il y a pas beaucoup de films de cette époque-là où c'est quand même un jeu très théâtral encore. Et avec le jeu d'aujourd'hui, on a parfois du mal. Et là, je trouve que les 12, ils sont hyper justes en termes de ciné. Tu vois, naturel, genre. Il n'y a pas de surjeu, même l'antagoniste, on va dire, qui s'énerve un peu. Je trouve qu'il n'est jamais dans le surjeu. Et pour le 57, c'est peut-être relativement étonnant. Après, j'en ai pas vu beaucoup dans les années 50 des films. Mais... Ah bah. Ah bah. Eh ben Mais pour rebondir sur ce que tu as dit, tu as dit qu'à la fin, on connaissait tous les personnages... juste de la manière dont ils agissaient, de ce qu'ils disaient et tout. J'ai trouvé ça vraiment hyper impressionnant, sans même connaître leur prénom. C'est-à-dire que le personnage, il te dit pas « Ah, je suis tel et tel et tel », il te le montre. Et ça, c'est vraiment... Quand on n'a pas besoin d'expliquer qui c'est que la séquence est réussie ou que le personnage a bien évolué dans le film. Moi, il n'y a qu'une salle, pour moi, dans le film. C'est un huis clos complet, puisque pour moi, il n'y a qu'une salle, c'est le tribunal. Peu importe que les toilettes, il y a une porte, finalement on respecte toujours cette ambiance de huis clos, ils sont enfermés quelque part. C'est marrant parce que ces toilettes sont un peu la salle de pause de la salle de réunion, ils y vont un peu pour prendre un peu du recul, pour se rafraîchir, et finalement le débat continue dans ces toilettes. Et moi j'adore ce lieu des toilettes parce que c'est vraiment un prétexte. C'est un prétexte pour prendre une pause et finalement il continue le débat dedans, quoi. Ce qui est rigolo, c'est que tu as quelques personnages qui vont voir Henri Fonda, qui essaient de le prendre à part pour tenter, je vais pas dire de le raisonner, mais lui dire t'es sûr que tu veux nous entraîner sur ce terrain-là, tu peux plutôt voter peine de mort, comme ça on se casse, tout ça. Et il y a un truc que je trouve incroyable au niveau du dialogue, c'est qu'il y en a un dans les toilettes qui lui dit imagine que tu arrives tous à nous convaincre et que finalement le mec ait vraiment tué son père. Et ça, pour moi, c'est la seule phrase qui me vend le film, parce que je m'en suis pas rendu compte tout de suite, en fait, mais parce que la toute première fois, tu es embarqué dans cette histoire, et ce qui est super cool, vraiment, moi, ce que j'adore dans les huis clos, surtout dans celui-ci, vraiment, c'est une masterclass, c'est que tu ne sais rien du tout de l'histoire. En fait, tu sais pas du tout ce qui s'est passé, ce qui a amené ce garçon sur le banc des accusés. Et en fait, moi, ce que j'adore, c'est, en tant que spectateur, j'adore qu'on refasse l'affaire et que je la découvre en même temps. Tu l'as reconstruit dans ta tête. Tu l'as reconstruit dans ta tête. Et ça, c'est incroyable, parce que du coup, c'est fou, quoi. Je trouve ça incroyable. Ça me stimule à chaque fois. Et ensuite, donc, vient cette scène où, du coup, quand tu comprends le jeu de Henri Fonda qui lève la main et qui vote contre, tu te dis que voilà, c'est parti, il va essayer de tenter de les convaincre, et là tu as envie de voir tout le monde voter contre et finalement voir ce personnage s'en sortir. Ça, c'est mon premier visionnage. Mais le deuxième visionnage, plus tu le revois, et plus il y a des contradictions dans le film, mais qui sont volontaires. C'est-à-dire que finalement, si ça se trouve, ils vont acquitter un mec qui a vraiment fait le meurtre. Bien sûr. C'est ça qui est bien, c'est qu'il dit jamais je pense qu'il est innocent. Il dit tout le temps on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Voilà, et c'est ça le cœur du film. C'est que en fait, le film, il est pas là pour te dire il est coupable, il est pas coupable. Il est là pour te dire
Et si on en parlait? Et si on en parlait? Voilà, c'est ça. Et c'est ça que je voulais vous dire, puisque je sais pas si on a été clair pour tout ce qui est auditeur. C'est 12 hommes en colère, c'est l'histoire d'un juré qui doit dire si quelqu'un est coupable. Les 12 jurés sont à peu près d'accord, ils pensent tous que la personne est coupable, mais il y en a un qui lève la main et qui dit bah non, moi je vais voter contre, juste pour le principe. Ça, c'est un meilleur synopsis que Allociné. Hein. Et le film démarre de là, c'est que quelqu'un dit bah non, moi j'ai envie qu'on en discute, on est là pour ça. La justice, c'est ça. Et c'est pour ça que les thèmes sont importants. J'ai des frissons. Parce que j'allais vous dire un truc en fin de partie de 12 hommes en colère, mais je vais le dire maintenant. Mais je pense que 12 hommes en colère a fait de moi un meilleur homme. C'est qu'il m'a fait prendre conscience de plein de choses, ce film. Que bah oui, il fallait discuter. Les certitudes, c'est pas forcément des bonnes choses dans la vie. C'est qu'il faut toujours se remettre en question, toujours se questionner sur qui on est, sur qui sont les autres et tout ça. Et c'est ça le pitch de 12 hommes en colère, c'est de parler de toute la diversité qui nous entoure. Et d'ailleurs le film, il s'appelle 12 hommes en colère. Ça manque de femmes, c'est l'un des seuls reproches que j'ai, c'est qu'il n'y a pas une seule femme dans le film. Moi j'ai pas de reproche à faire à ça. Non, mais dans le sens où qu'à l'époque c'était pas que c'est ça, c'est un film d'époque. Et c'est si jamais je devais dire quelque chose qui manquerait au film, c'est que oui, effectivement, il manque un peu de... Mais il le souligne dans le film, puisque c'est 12 hommes qui se prennent la grappe, et en fait il y a trop d'hommes dans ce jury. La justice ne peut pas se faire. Parce qu'il y a trop d'hommes, c'est tous les mêmes, même s'ils ont des catégories sociales différentes, tout ça, ils pensent tous la même chose. Ils sont tous blancs. Ils sont tous blancs. Moi, ça m'étonne de le dire, mais j'ai kiffé le fait qu'il n'y ait pas de femmes, parce que pour avoir une critique aussi pointue sur la condition de l'homme, il faut des hommes, tu vois. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, moi aussi, je pense que ça a fait de moi une meilleure personne, parce que... je pense que le film parle de la valeur de la vie humaine, et aussi ce manque de certitude que tu dis, c'est qu'on n'est jamais sûr à 100%, surtout on n'était pas là pendant le crime, et du coup c'est un peu... c'est dommage de devoir voter pour la peine de mort alors qu'il n'y a pas de certitude, tu vois. Par exemple, ils étaient tous... on peut spoil ou... On commence les spoilers, on va commencer. Et oui, le jeune homme risque la peine de mort s'il est coupable. Ouais, c'est ça qu'il faut le dire. Ouais, c'est hyper important à dire, ouais. Et il a 18 ans. C'est un enfant qui risque... Ça aussi, c'est le côté fatalité. Il y a plusieurs personnages qui disent on sait comment sont ces gens-là, on sait où ils grandissent, et en fait, c'est sûr qu'il a fait le crime au-delà de l'enquête parce qu'il est ce qu'il est, en fait. Oui, il y avait les préjugés. Et c'est là où c'est hyper important de voir que même eux, ils viennent à changer d'avis en discutant. C'est que, en fait, non, vous connaissez pas ces gens-là parce que c'est un cas de figure hyper précis. Et, même si en fait l'enquête, elle nous dit, c'est un peu comme on avait le débat pour Anatomie d'une chute où on sait pas qui est coupable, en fait. J'allais y venir. Là, on sait même pas. En vrai, ça fait un peu gros. Peut-être qu'il est coupable, tu vois, mais c'est tellement pas le sujet du film. Non, mais il n'y a aucun élément qui te dit qu'il est pas coupable. Mais il y a aucun élément. Il y a plusieurs éléments qui prouvent qu'il est peut-être pas coupable. Ouais, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de certitude. En fait, il n'y a rien qui te prouve qu'il n'est pas coupable. Pour moi, à tout moment, en fait, il est coupable, ce jeune homme. Et tu le disais, c'est pareil qu'Anatomie d'une chute. On te donne plein d'éléments qui te disent ah ouais, t'as vu, c'est possible que ce ne soit pas elle. Mais pareil, c'est possible que ce soit pas lui. Moi, j'ai un élément de réponse qui m'a fait tiquer dans le film. On peut passer à la partie spoiler, c'est bon, vous me confirmez? Oui. Il y a un personnage qui dit... il parle d'un juré, à un moment, d'un témoin, à un moment qui est venu, un vieux monsieur, il doit faire un certain... 15 pieds. Il a des lunettes, il doit se réveiller le matin pour aller voir la personne qui a tué au bout de sa fenêtre, j'en sais rien, et tout ça. Et il dit, ouais, mais attendez, c'est pas possible que cet homme dorme avec des lunettes, personne ne fait ça. C'était une femme, c'est la voisine. Ça, c'est la femme, ouais. Quelqu'un qui porte ses lunettes et qui avait les traits, les marques et tout ça ici. C'est une femme. La voisine. Moi, le truc, c'est que je porte mes lunettes pour dormir. Ah ouais? Et du coup, vraiment, t'es une personne à faire ça dans argument tout le pas monde. valable pour moi. Je vais ça parce que comme toi, je m'endors beaucoup sur des trucs. Ah oui. Mais moi, c'est volontaire, c'est que je m'endors, je suis obligé de mettre un film devant mon... Peut-être que dans les années 50, les paires de lunettes... Non, je pense pas, ça marchait pas, non. Ils regardaient pas Netflix avant de dormir. Non. Quasi sûr. Mais du coup, là, je voulais faire... Ils avaient Afflelou. Ah, donc il est coupable. Une bonne mutuelle, tu penses? Avec Sidney Lunettes, ouais. Sidney Lunettes, elle est bien, celle-ci. Moi, je l'appelle Allumette. L'allumette. Bref. Oui. Non, j'allais spoiler un truc que j'ai complètement oublié. J'allais dire que... Ils sont 13. En fait, ils sont 13. J'allais dire que c'est quand même... ce qui m'a vraiment choqué, c'est le fait que ça se voit qu'ils prenaient pas ça au sérieux. Et le fait que je suis sûre que quand la peine de mort était encore légale aux États-Unis et que les jurys
se passer de cette manière, genre en mode c'est des personnes qui vont juger et tout. Je suis sûre qu'il y a plusieurs instants où les personnes ont soit voté coupable ou pas coupable juste pour en finir, tu vois. Comme dans le film, comme au début du film. Ou alors elles étaient certaines d'une chose qui n'est pas avérée. Tu ne peux pas... Mais peut-être que ça c'est vraiment un avis politique, mais je suis contre la peine de mort parce que tu ne peux pas être sûr. Tu ne peux pas être sûr de ne pas être biaisé. Pendant le film, il y avait, comme tu as dit, plusieurs personnes qui étaient biaisées par leurs préjugés personnels. Il y a plusieurs personnes qui étaient biaisées parce qu'ils étaient racistes. Il y a plusieurs personnes qui voulaient juste en finir. Il y a une personne qui voulait juste en finir parce qu'il y avait un match. Il y avait le match de foot, ouais. En plus, il faisait chaud, il pleuvait, il voulait juste en finir. Tu vois, heureusement que Fonda les a gardés dans la salle et heureusement qu'il a débattu. Mais s'il n'était pas là. Ah bah oui, mais c'est ce que le film explique aussi. Ouais. C'est que Henry Fonda, c'est un peu le super-héros du film, c'est que c'est lui qui pense pas comme les autres. C'est marrant parce qu'il est architecte, ce mec. Ouais. Et c'est pas pour rien. Enfin, je me suis fait la remarque, je me suis dit, en fait, si tu veux qu'une baraque tienne bien debout, tu revois d'abord les fondations. Et en fait, les Henry Fondations. Ouais. Bravo. Ouais, et comme ce qui se passe dans le film, c'est-à-dire a priori le verdict a l'air, le verdict des jurés a l'air en béton armé, tout ça a l'air de tenir debout. Et en fait, Henry Fonda qui dit non, on va tout revoir depuis le début. On va repartir à la base en fait. Voilà, c'était une petite remarque. C'est fou qu'ils étaient frustrés vis-à-vis de ça. Ils étaient tous frustrés en mode non, let's just go. C'est humain. Hein. C'est une critique de la justice. Hein. C'est bien politisé comme film. Hein. On a un personnage qui ensuite vote également non coupable et après il dit en fait je suis peut-être pas du même avis que lui, mais en tout cas son avis m'intéresse et plutôt que de se barrer tout de suite, moi j'ai envie d'entendre un peu plus sur ce qu'il a à dire et je trouve ça super intelligent. Ouais, c'est le premier. Le premier. Le seul truc qui m'a fait un peu bizarre, c'est la rapidité avec laquelle le tout dernier il change d'avis. Tu sais, je trouve la scène est un peu bizarre. Ah ouais. Il est énervé en mode coupable et tout. Il déchire la photo de son fils et direct il dit not guilty. Du coup on comprend que c'est par rapport à son fils et tout, mais je sais pas, moi en termes de, je l'ai juste ressenti comme oula, c'est hyper rushé, c'est bizarre. En mode bon, lui faut qu'il soit d'accord, vas-y. Bah non, il s'avoue vaincu. Stop. Ouais. On sait pas comment. Donner un peu de contexte. Oui, bien sûr. En fait, c'est l'antagoniste, on va dire, des hommes en colère. Ouais, Gilly Cobb, un acteur qu'on a vu notamment dans L'Exorciste qui fait le détective. Enfin voilà. Et ce personnage-là, il est très dur. C'est non, plein de certitudes. Non, les gamins, il faut que ça file droit. Moi, le mien, je lui mets 2 torgnoles et c'est bon. Mais il lui parle plus depuis. Ça fait 2 ans que son fils lui parle plus à cause de ça. Et c'est de sa faute d'ailleurs. C'est de sa faute s'il me parle plus parce qu'il a pas été droit, il a pas fait les bons choix et tout ça. Et lui, il voit vraiment son fils à travers l'accusé. Et du coup, il veut pas laisser. C'est l'ancienne Amérique aussi. C'est une Amérique plus dure. C'est une Amérique faite d'hommes et qui a pas le droit à l'erreur. Et en fait, ce film, il dit aussi, non, mais l'erreur fait partie de la vie. Tu peux faire des choses horribles, mais je pense qu'on a tous droit à une deuxième chance quelque part. Et voilà. Mais du coup, ce juge, vu qu'il avait une histoire personnelle avec son fils et qu'il voyait l'accusé à travers son fils et tout, il était biaisé et du coup, c'est le dernier à dire non coupable. Et tu penses que ça a été rush, que le fait qu'il ait dit non coupable moi, je m'attendais à, je sais pas, encore un dialogue en plus ou quelque chose qui fait que il change d'avis. Là, je trouvais que c'était un peu rapide. Il déchire la photo, il dit direct not guilty. Et... Moi, je pense. Après, c'est un détail de ouf en vrai. Non, mais je pense que c'est parce que he reached a breaking point. Tu sous-titreras. Et il pète un câble. Il pète un câble parce que ça fait plusieurs heures qu'ils sont dans la salle. À peu près 3 heures, c'est à peu près temporel. Il fait chaud, il pleut, tout le monde crie. Ils sont à bout. Il est seul contre 11 hommes, tu vois. Ouais. Et du coup, en déchirant, quand il pète un câble et qu'il déchire la photo de son fils, je pense qu'il regrette directement. Et c'est sans regret qu'il lui fait voir qu'en fait, c'est un truc personnel qu'il tient à cœur, tu vois. C'est pas, l'accusé, c'est pas son fils. Et même son fils, il lui veut pas la mort. Il parle de son fils pour moi à la fin.
Quand il dit qu'il n'est pas coupable, il parle de son fils avant tout, avant de parler de l'accusé. C'est ça qu'il dit, c'est que il s'excuse en fait. Enfin, il s'excuse pas, mais c'est une manière, j'imagine, pour lui de s'excuser, de se dire putain, mais en fait, oui, j'ai été super con, quoi, et j'ai été super dur, et c'est pas mon rôle. C'est d'écouter les autres et d'en parler en fait. Et c'est d'abord une leçon de démocratie en fait, ce film. C'est que on va tous au même point à partir du moment où on discute tous ensemble. Et si on ne discute pas et qu'on fait que des votes sans en parler, ça n'a aucun sens. Ça sert à rien. Ouais. Tu voulais rebondir en fait, il y a deux éléments dans le film que j'adore surtout. Ouais, en fait, je vais les citer tous les deux, mais en fait, je vais d'abord les citer. Il y a cette scène du couteau. Ouais. Et en fait, moi, ça, quand j'ai vu ça la première fois, je me dis mais c'est magnifique. Ouais, génial. Ouais, parce que genre comment tu vas te sortir de cette situation où tout le monde dit mais non c'est pas possible, un couteau comme ça là, et puis là il se lève, il prend le même, il le plante à côté, et moi je fais waouh trop fort, rebondissement et tout. Faut savoir que ça en fait un juré il peut pas faire ça. T'as pas le droit parce que normalement c'est fouillé. Non, le truc c'est que t'es pas censé parce que ça se passe sur plusieurs jours ce procès. La délibération, c'est que le dernier jour, mais en fait, ils sont censés. Je sais pas si vous voyez comment ça se passe quand tu fais membre d'un jury. Du coup, tu te retrouves ensuite assigné à résidence le temps du procès. Donc, comment Henri Fonda il fait pour aller se balader dans le quartier où il y a eu le crime pour acheter un couteau et enfin, tu vois, normalement, tu dois faire avec les éléments qu'on t'a présentés. Tu peux pas faire, refaire l'enquête en fait. Mais ça donne quand même de l'eau au moulin et cinématographiquement, c'est cool quoi. Enfin, en tant que spectateur, ça t'amène à te poser encore plus de questions. Voilà ce que je voulais dire. Et peut-être parler vite fait du remake de Friedkin, ensuite je vous laisse parler. Donc Friedkin, il l'a adapté pour la télévision dans les années 90, donc il l'a modernisé, donc c'est-à-dire que là, ils sont pas 12 hommes blancs, donc il y a aussi des noirs maintenant. Et le tour de force de 12 hommes en colère, donc de William Friedkin, c'est que il va donner le rôle du raciste à un noir justement. Donc qui est donné au jury numéro, je sais plus, c'est celui qui est 8-9, jury numéro 9 je crois. Ouais. Enfin celui qui à un moment donné se dit ouais ces gens-là ils sont capables de tout. Ouais, qui va au coin, à un moment il va au coin. Et tout le monde s'écarte de lui. Et d'ailleurs ce temps il est ouf quoi, ça c'est trop bien. Comment tu mets 12 mecs dans un cadre, tu vois. Enfin et du coup cet homme voilà, c'est un noir qui a le rôle, ce même rôle dans le truc. Enfin quand on connaît Friedkin, tu dis c'est pas étonnant quoi, ça t'amène encore à te poser encore plus de questions derrière. Donc je l'ai redécouvert, il va bientôt sortir dans une édition DVD Blu-ray. Voyez-le, il fait une demi-heure de plus, il dure 2 heures le film. Et franchement tu les vois pas passer. Enfin vraiment c'est à peu près la même chose, enfin c'est quasiment la même chose, hein, mais en couleur et avec une demi-heure en plus. Et vraiment c'est à voir également. Rien que pour comparer la mise en scène. Qui n'est pas du tout la même, tu as plus de caméras à l'épaule et tout dans celui-ci. Je peux dire mon passage préféré ou Vas-y, après on enchaîne. Ok. Mon passage préféré, c'est quand Fonda, pour prouver que le gosse est peut-être innocent, il contre-argumente contre un des jurys qui lui dit que un voisin a entendu le gosse dire « je vais te tuer, I'm gonna kill you ». Et du coup, Fonda, il dit on a tous dit ça un jour ou un autre quand on était en colère et tout. Et à un moment, le jury dont on a parlé, celui qui a l'antagoniste, il se met hors de lui, il commence à menacer Fonda, il commence à lui crier dessus, il lui dit « I'm gonna kill you ». Et Fonda le regarde et lui dit « You didn't mean that, did you ?» Et du coup, il y a une mise en scène dans cette scène où tous les jurys, sauf l'antagoniste, se mettent à côté de Fonda et il y a l'antagoniste qui est tout seul. Et c'est du foreshadowing de fou. Genre, c'est du foreshadowing visuel sans rien dire. Sans rien dire, on voit que ce jury-là, c'est le dernier qui va passer au vote non guilty. Et je trouve ça vraiment très beau. En fait, le personnage de... Excuse-moi. Non, t'inquiète. Ça me permet de rebondir sur ce personnage d'Henri Fonda, en fait, qui a recours à la maïeutique socratique.
Oh. Ah, voilà, donc en philosophie, parce que tout à l'heure t'en parlais. Alors la maillotique, en train de noter. La maillotique Ça donne quoi, socratique, je crois. qu'est-ce La que c'est? mayonnaise, t'as Donc, dit après. La maillotique. Comment ton truc Alors je vais vous donner la maillotique de Socrate est l'art de faire accoucher les esprits. Socrate, dont la mère était sage-femme, affirme pratiquer une maillotique pour amener ses interlocuteurs vers la vérité et se considère ainsi comme une sorte de sage-femme qui accoucherait non pas de corps mais d'âme en fait. Voilà. Rien que ça. Donc c'est-à-dire en fait donc Henri Fonda c'est ça, il va au travers d'un dialogue te faire ressortir quelque chose dont tu n'avais même pas idée en fait. Enfin, te faire accoucher de quelque chose, te dévoiler une vérité dont tu ignorais alors qu'elle était là en toi en fait. Ouais. Et il fait ça à plusieurs. Et il fait ça avec souvent avec beaucoup de. C'est pour ça en philo il est. Pas si con que ça. Non pas Merci du tout. après toutes ces années, Pierre. Ouais, de rien. Je pourrais leur dire. À méditer. Eh ben, on pourrait en parler encore longtemps, mais on va vous laisser avec cette forte recommandation 12 hommes en colère. Pourquoi pas le remake de Friedkin que j'ai peut-être jeté un œil. Ouais, à conseiller. Et on enchaîne avec un autre huis clos, mais qui n'a rien à voir, qui est Late Night with the Devil, et on envoie la bande-annonce. I'm trying to host a national syndicated talk show, and I'm trying to help you keep it on the air. We all know how important it is to keep our sponsors and affiliates happy, but in my humble opinion, there is only one person who really matters in this whole darn crazy business. Nuit tard avec le diable. Sur son titre québécois. En 2024, réalisé par Cameron Kern. Oui. Donc Jack Delroy cherche désespérément le petit quelque chose qui manque à son émission de divertissement pour dépasser la concurrence. Et le soir d'Halloween, les segments se succèdent et l'ambiance commence sérieusement à déraper sur le plateau, en plein direct. Les frères Kern, on est d'accord. Ouais. Ils On sont est deux. d'accord. Pour moi, ils étaient deux à la réalisation. Après, je peux. Il me semble, ouais. Oui, My bad, ils sont deux. Ok. J'ai pas le prénom de l'autre. Désolé. Dommage. S'ils nous regardent. De toute façon, ils font que des films à out. deux, j'ai regardé. Ok. Alors ça, c'est Pierre qui nous dit tu veux, on met un film d'horreur dans le tripodcast. Donc moi, j'ai commencé. J'ai pris peur. Et j'ai arrêté au bout d'1h10, je crois. Et il a mis 1 étoile sur 5 sur Letterboxd. Non, mais parce qu'il a eu trop peur, imaginez. Non, Pierre, pourquoi tu voulais qu'on en parle? J'ai entendu que c'était le film qui cartonnait un peu sur les plateformes et aux États-Unis, il a fait parler de lui. Donc j'ai voulu le voir. Produit par A24 ? Non. J'ai des conneries ? Je l'ai pas vu dans le générique. Je l'ai pas vu. Et c'est super drôle. D'ailleurs, la marque, il y a un nombre de sponsors. Nul. Ça dure genre 2 minutes. Oui. tellement Incroyable. long. Ouais, c'était long. Ça aussi, ça me saoule dans les films. C'est tu te tapes 3 minutes de coproducteur. Plus c'est long, plus ils ont galéré à le financer. Mais bon, en même temps, sans eux, le film n'aurait pas pu se faire. Donc bon. Mais je crois que là, c'est le film avec le plus de sponsors que j'ai vu de Je ma vie pense au aussi, début. ouais. Hein, vraiment, je lui ai envoyé une vidéo. Je me suis dit, j'espère pareil. le film il va être bien. Je me suis fait la même remarque. Je me suis dit, il a le même nombre de. Enfin, il a le record du nombre de sponsors, quoi, ce film. Écoute, aussi, je l'ai conseillé parce que, alors l'acteur principal, je le kiffe. Ouais. Je l'adore. Il a une gueule, mais moi, je veux le voir plus souvent au cinéma, lui. Il était dans quoi Alors, on l'a vu dans The Dark Knight. Est-ce qu'il est dans Oppenheimer ? Il incarne un des sbires du Joker. On l'a vu dans Prisoners aussi, où il fait un mec qui est accusé d'être le meurtrier. Et à chaque fois que je vois sa tronche, je suis pas bien, quoi. Enfin, en tout cas, quand il est employé de cette manière-là. Vraiment, c'est un acteur que je veux voir souvent. Et donc là, il a le rôle principal, donc je voulais voir ce film avec lui. Et j'ai pas été déçu. Ce qui est cool, c'est que ça se passe dans les années 70. Donc il y a toute cette patine présente dans le film, notamment avec des images d'archives, etc. Et ensuite, ça va se passer sur un plateau télé, quasiment en direct. Pareil, toujours on est dans le huis clos. Et entrecoupé... C'est sorti en 4 tiers d'heure. Sorti en 4 tiers, ouais, c'est ça. Comme 12 hommes en colère. Et entrecoupé du coup de scènes hors plateau, donc c'est-à-dire pendant la pause, quoi. Avec un somptueux noir et blanc ouais. dans les pauses. Ouais. Et ce que j'aime bien dans ce film, c'est vraiment la tension qui monte progressivement. Il y a notamment un travail sur le son qui est là. Il y a une jeune fille, j'ai pas le nom de l'actrice, mais elle est assez flippante. Ouais, je te le confirme, elle est assez flippante. Même quand tout va bien. Elle fait flipper quand même. Possédée, donc... What are we gonna do now, Mr. Jack? Ouais, c'est incroyable ça. Et il y a ce personnage de Monsieur Christou. Alors lui, il me fait rire. Alors lui, c'est mon personnage préféré du film. J'aime beaucoup. Moi, c'est mon personnage. Christou, dès qu'il est arrivé, j'ai adoré.
Il y a le collaborateur aussi qui est debout à côté, qui lance des vannes. Alors lui, je sais pas pourquoi, mais il m'a fait penser au mec déchiffrer des lettres, celui qui... Gérard Jugnot, moi. Ah non, oui. pas Gérard Jugnot, Je le vois. chauve à moustache, le chauve à le moustache. professeur de lettres. Je sais qui plus donne quoi. des infos à la fin. Ouais, lui, oui, Putain, j'ai cru que c'était lui. Quoi. Mais oui, pareil. Et quand tu vois comment il finit là-dedans, bon, sans spoiler, tu vois, mais le pauvre. L'ambiance, vraiment, enfin, un film assez, enfin, tu l'oublies pas quoi quand tu l'as vu. Je dirais pas qu'il est au panthéon du cinéma fantastique, hein, mais quand même, il a quand même sa petite place dans le cinéma, je peux dire, enfin oui, indépendant quoi, enfin mainstream. Ouais. Enfin voilà, c'est un thème qu'on a déjà vu et revu, hein, le thème de la possession. Mais là, pour le coup, il y a cette patine moi des années 70 qui me plaît beaucoup, l'émission télé. La secte. Ouais, cette secte aussi, ouais. Quel était ton ressenti, William, sur le film? Je me suis amusée. J'ai mal dormi, mais je me suis amusée. Et en vrai, j'ai beaucoup aimé la vibe des années 70, le fait que c'est filmé en tant que programme télévisé. Les happenings, ils étaient bien espacés. Ça veut dire que t'es vraiment accroché au film, t'attends à ce qu'il se passe un truc. J'ai aussi kiffé... comment ils appellent ça? C'était quoi le nom de la secte? La secte d'Abraxas, il me semble. Mais il y avait un autre truc, c'était un peu basé sur un vrai truc qu'il y avait dans les années 70 de plein de personnes riches qui se retrouvent dans un holiday resort et qui font des sacrifices, etc. etc. Mm-hmm. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant de quand même prendre des éléments du réel, tu vois, et de les, on va dire, critiquer sans trop spoiler. Et ouais, j'ai beaucoup aimé, mais je pense que je ne le reverrai pas. Mm-hmm. Ah ouais, à ce point-là? Il fait peur à ce point? Non, il fait pas peur, mais c'est pas vraiment le summum du cinéma d'horreur, tu vois, comme... Ok. Moi, mon ressenti, au-delà de la blague du fait que j'ai arrêté parce que j'avais peur, en vrai c'est bien comme film. Après je fais de la redite, mais moi j'ai beaucoup aimé justement les transitions entre les moments où ils envoient la pub et du coup on est en backstage avec eux et on sait ce qu'ils se disent entre les plateaux. Et la montée, en fait il y a un changement de registre. Au début c'est limite une comédie, c'est très léger, on est sur un plateau de télé à l'américaine, on rigole. Christou il est pas très crédible. Celui d'après c'est encore un personnage qui est relativement qui a un ressort comique, et après il y a la fille qui arrive et là ça prend un tournant horreur. C'est là où je suis parti me coucher, dédicace à la fin du film. Mais en vrai, oui, même l'acteur, comme tu dis, c'est un film qui est bien, en vrai, même si je l'ai pas fini. Et toi, tu l'as pas commencé? Tu l'as pas vu? Bah si, je l'ai vu, c'était une blague. Oh là là. Tu l'as arrêté au bout d'1h10? Non, j'ai tout regardé jusqu'à la fin. Bah ouais, non, spoiler. Je me fais des pranks. Croire. Twist. En fait, je suis possédé, je ne l'ai pas dit. Bah quel acteur. Ah ouais, je sais. Je suis comédien dans une autre vie. Non, moi c'est un film que j'ai adoré. Hein. Moi, c'est un film. J'adore les films de télé comme ça où comme vous avez dit, tu regardes une émission, l'émission maudite, tu sais, qui est dans une archive et que personne doit regarder. J'ai eu l'impression de regarder celle-là. C'est marrant, ça m'a fait penser à l'émission qu'il y a dans Nope, qui a dérapé. Je sais pas si vous vous souvenez du film Nope. Oui, bien sûr. Ouais, de Jordan Peele. Et dans Nope, il parle d'une émission qui s'est mal tournée avec un singe. Et ça a été un drame et ça a été sanglant, très sanglant. Et il y a toute une imagerie de cette émission qui est maudite un peu. Et là, j'ai eu l'impression de voir cette émission. Et c'était trop bien, quoi, parce que, sans spoiler, mais la fin m'a donné assez à manger. Et ça, j'ai adoré. Le film me donne assez à manger puisqu'on monte en tension tout doucement avec... moi, j'ai trouvé que ces pauses étaient super bien mises dans le film parce que j'ai toujours eu l'impression que toutes les 2 minutes, il y avait une pub. J'ai vraiment eu la sensation d'être à la télé, de me dire putain, c'est déjà la pub là. Ouais, c'est vrai. Et ouais, c'est déjà la pub. Et du coup, ça veut dire que ça marche bien. J'adore l'esthétique du film. Je trouve ça super cool qu'on revienne à cette vibe un peu des années 70 de l'univers de la télé. Parce que c'était une belle télé qu'on faisait avec des belles couleurs, bien flashy, bien colorées. Et moi, j'adore quand on utilise ça. Le plateau, il fonctionne bien. On reconnaît tous les plateaux qu'on voit encore aujourd'hui. Je sais pas comment il s'appelle. Le night show, les night shows, les night live. Du coup, on reconnaît bien. Du coup, t'es là, tu regardes ton truc, t'as l'impression de regarder j'ai vraiment eu l'impression de regarder une émission d'archives.
Ouais. Et ça, c'est grande force du film. Tu l'as dit, mais l'acteur... dont on n'a plus le prénom. Ouais, j'ai pas son nom. Il a un nom compliqué, mais il faut qu'on le dise, comme ça les gens s'en souviendront. Et vous vous souvenez de lui parce qu'en fait vous l'avez vu dans The Dark Knight, puisque vous avez tous vu The Dark Knight, j'imagine, ceux qui écoutent ça. Et à un moment, t'as Batman, il va dans une ambulance, il pense choper le Joker, et il voit ce personnage qui est en train de rigoler, qui est en train de glousser. Il a un visage un peu horrible, parce que t'as l'impression qu'il est capable de n'importe quelle folie. Tu vois ce visage. Et là, il joue le rôle principal, donc tu as son nom. Ouais, c'est David Dastmalchian. Alors, David Dastmalchian, je suis heureux de prononcer ton nom pour la première fois. J'ai retrouvé le nom de la secte, c'est Grove. Oui. Et c'est un truc qui existait vraiment dans les années 70. C'est un endroit où plusieurs personnes riches allaient en vacances. Et apparemment, des trucs un peu bizarres se passaient là-bas. Et ça m'a fait plaisir qu'ils en parlent dans le film. C'était inattendu. Je pensais que c'était fictionné à 100%. Genre. Fais gaffe. Je propose de passer à la partie spoiler cool. Pour ceux qui l'ont vu. Ouf. Parce qu'il faut parler de cette fin qui part en cacahuète. Mais tu t'es couché avant. J'ai scrollé dedans pour voir ce qui se passait. Mais quand quel même. enfoiré. Il scrolle dans les films. J'ai tout vu, j'ai vu la tête qui brûle. Incroyable ça. Ouais, c'est quoi cette escalade d'horreur, de violence là? Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en dit? Génial, un montage de fou furieux à la fin. Un flashback et tout. Ah ouais, c'est trop bien, tu sais pas où est-ce que t'es. Est-ce que je raconte ce qui se passe? Tu peux, ouais. Bah, allons-y. Spoil, hein. Alors, c'est quoi? C'est l'émission, il y a 4 invités, les 4 invités sont là, ils sont là pour prouver que la magie existe, c'est un peu l'épisode d'Halloween, et le deuxième invité ou le troisième invité, c'est quelqu'un qui est possédé, et à la fin, le démon qui en est explose, quoi. Et explose sa tête, fend son crâne en deux et envoie des rayons laser là. Et en plus, elle a une espèce d'effet VHS sur elle, c'est ouf, hein. qui est excellent. Ouais, c'est super, c'est magique de faire ça pour ce film-là, je trouve. Les effets sont très bien faits. Moi, je conseille à tout le monde, contrairement à ce que vous avez dit, je conseille à tout le monde d'aller voir ce film parce que c'est un film, je trouve, accessible. C'est un film d'horreur, c'est une porte d'entrée vers les films d'horreur que je trouve accessible. Tout le monde connaît l'histoire des enfants possédés, tout le monde connaît les histoires de magiciens qui essayent de discréditer les vrais magiciens. Ouais, truc de secte et tout. Christou, meilleur perso de l'histoire de l'univers du cinéma, quoi. Il m'a bluffé, Christou. Moi, franchement, quand vous verrez Christou, vous comprendrez. Pensez à lui. Pour moi, c'est une des meilleures des dépictions les plus cool d'enfants possédés que j'ai vu dans un film. Le visage qui s'ouvre avec. Je sais même pas comment le décrire. Mais comme tu as dit, oui, l'effet VHS, l'effet électrique un peu, le feu. Putain, comment il se retourne. Je peux dire des gros mots? J'en ai déjà dit. C'est honteux. Putain. Purée, comment elle se retourne pour tuer les autres, on va dire. Vraiment, j'ai adoré cette scène. J'étais bouche bée. Bah ouais, toutes les morts sont sympas, hein. Que ce soit le gars déchiffré des lettres qui s'ouvre et qui a des vers partout, c'est trop stylé, c'est trop bien fait. C'est trop bien fait. Incroyable. C'est quoi votre mort préférée alors? Christou qui vomit. Moi, c'est la tête qui brûle. Moi, c'est la tête qui brûle aussi. Ah ouais. Comment de la mort? J'aime bien Christou qui vomit quand même. Il a vraiment un coup de cœur. Ah bah moi je l'ai adoré, j'aime beaucoup les moustaches en plus. Et je trouvais qu'il avait une super belle moustache. Il n'a rien compris au film. L'argument. Non mais vraiment, son personnage il m'a fait croire à l'émission qu'elle était réelle. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a à un moment donné, tu sais pas si tu regardes quelque chose qui est basé de faits réels ou pas, tu sais. Ouais. Il y a le personnage, le mec qui est déguisé en squelette là dans le public. Ouais. C'est celui qui me faisait le plus flipper. Fait flipper. Ah ouais. Parce qu'il le vannait, il réagissait pas, il rigolait pas, il faisait rien. C'est trop bien. Le public, l'utilisation du public est trop bien dans le film. Terrible. J'ai déjà une critique. Ma critique, c'est au tout début du film, j'ai pas kiffé le storytelling au tout début du film. Le truc le diaporama avec les photos blanc et noir, ça m'a un peu sorti du truc horror movie, genre. Tu sais, au début du film, il raconte ce qui s'est passé jusqu'à là pour nous introduire un peu à l'histoire et tout. Déjà, je suis pas fan je trouve ça trop facile, genre de juste raconter, ouais, il s'est passé ça et ça et ça et ça et ça et ça. Mais aussi, il y a des photos qui, genre, logiquement, vous n'avez pas accès à ces photos même en tant que paparazzi, tu vois. Genre, il racontait des trucs et il sortait des photos
Ça se voit, elles sont scénarisées à 100%, mais ça se voit. Il faut pas que ça se voit. C'est un film, il faut pas que ça se voit que c'est des fake photos, tu vois. Mais sinon, un truc que j'ai kiffé pour un peu mettre la balance, c'est le fait de mentionner que pour devenir célèbre, il a dû faire un sacrifice satanique, on va dire. Parce que c'est un sujet qui ressort beaucoup en Amérique, là, dernièrement, depuis toujours, mais là, dernièrement, surtout et tout, et je trouve ça hyper intéressant. On va passer au 3e film de l'émission que tu as ramené. Je vais te laisser le présenter juste après la bande-annonce des glaneurs et de la glaneuse, c'est ça? Les glaneurs et la glaneuse. Voilà. Glaner, c'est l'esprit d'antan, ça. J'ai entendu souvent ma mère dire « Fini de ramasser pour pas gaspiller ». Maintenant, malheureusement, ça se fait plus parce qu'il y a des machines tellement performantes. Mais avant, oui, j'ai eu glané avec mes voisines, avec le blé, comme le riz aussi se faisait avant. Les glaneurs et la glaneuse d'Agnès Varda. Je te laisse le vendre vu que tu l'as ramené. C'est un peu surprenant comme choix de film vu les films choisis avant. Pour tout vous dire, je ne savais même pas qu'il y allait y avoir ce film. Thibaut m'a surpris. Il sait que j'aime beaucoup ce film et du coup il l'a choisi pour moi sans me le dire. Heureusement que j'ai vu sur l'affiche que on allait parler Laurent, de ça. il a spoilé parce qu'il a envoyé les déroulés hier. Parce que du coup j'ai pu me préparer un peu. C'est un documentaire. Et il est beaucoup plus calme que Late Night with the Devil ou 12 Angry Men, comme vous aurez pu l'imaginer. Mais j'aime beaucoup ce documentaire parce que je trouve que Agnès Varda a vraiment un don pour prendre un truc hyper simple et le pousser jusqu'à bout. Genre là, elle parle de glaner, et glaner, c'est-à-dire ramasser les légumes dans les champs après que les fermiers soient passés, après que les machines soient passées, c'est-à-dire ramasser les restes des légumes. Et elle va plus loin que ça, et elle définit glaner comme ramasser tous les restes, c'est-à-dire ramasser les restes des légumes, ramasser les vêtements par terre dans la rue, ramasser dans les ordures, ramasser des meubles dont les personnes se débarrassent et tout. Et elle a ce don pour vraiment créer une histoire. C'est un documentaire, du coup c'est beaucoup plus difficile à scénariser, comme vous l'imaginez. Elle peut pas contrôler les dialogues, elle peut pas contrôler la ligne de connexion, mais elle le fait tellement bien, on dirait que tout est scénarisé. Et elle parle de thèmes tellement plus profonds que juste le fait de glaner. Elle parle de bienveillance, elle parle de surconsommation, elle parle des gens qui glanent parce qu'ils en ont envie, pas juste par besoin, des gens qui glanent par principe. Elle parle d'anarchie des fois, elle parle de contre-gouvernement, etc. Et elle parle surtout d'humain. Et c'est ce que je kiffe vraiment beaucoup chez elle, et c'est tellement beau. Et les images sont magnifiques, elle a vraiment un don pour la composition. Et le fait que ça soit un documentaire, ça me surprend et ça m'impressionne encore plus, parce que t'as moins de main-d'œuvre. Je me suis dit, elle se contente pas, à un moment elle dit, elle a juste une caméra numérique dans la main, mais elle réfléchit de ouf la plupart de ses cadres, et tu t'en rends compte. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'elle elle va parler avec des gens, mais elle parle pas que avec elle confronte tous les points de vue, dans le sens où il y a ceux qui glanent par besoin parce qu'ils sont SDF et qui mangent pas, il y a ceux qui glanent parce qu'ils glanaient quand ils étaient petits, et elle va aussi parler à ceux qui sont contre le glanage parce qu'eux ils ont une vigne et qu'ils veulent pas que les gens viennent sur leur vigne chercher des raisins qui vont pourrir par terre, mais elle les présente pas de manière manichéenne, genre regardez lui c'est un con et j'interviewe, regardez c'est un radin. C'est quand même plus, elle discute avec tout le monde, c'est subtil, et ouais, comme tu dis, elle apporte plein de thèmes. Et ouais, ça se regarde, c'est sur Netflix, ça se trouve super facilement, ça dure 1h30, 1h20. En fait, elle parle aux gens avec curiosité, c'est ça que j'aime vraiment beaucoup. On voit vraiment son amour pour la vie à travers sa vision. Tu sais, en plus, Agnès Varda, c'est une réalisatrice de la New Wave, comme on en discutait avant. Et du coup, elle se contente de très peu niveau matériel. Sur le film, il y avait une équipe technique de 11 personnes, c'est vraiment pas beaucoup. Et elle montre vraiment tout ce qu'on peut faire à partir de rien. En fait, l'art, le cinéma, ça a commencé comme ça. Ça a commencé vraiment avec juste un truc pour filmer. Pour filmer, il faut un truc pour filmer. Et j'aime beaucoup ça, c'est vraiment une de mes inspirations. Agnès Varda.
Tu l'avais vu en cours. Rest in peace Agnès Varda. Victor. Alors moi je l'avais étudié en cours, donc j'avais plutôt vu des extraits. Je me souviens très bien, c'était ma prof qui nous avait montré ça. Ça avait l'air cool, mais du coup toujours dans une ambiance de cours, donc j'étais un sale petit con. Je reçois pas pareil. Et du coup je le reçois pas pareil, et du coup ça me donne envie d'aller voir, de glaner un compte Netflix pour aller voir les glaneurs et la glaneuse. Ça c'était très bien. Parce que, et oui, sur Netflix quoi. Oui, il faut que je vole un compte Netflix à quelqu'un et j'irai le voir. Ouais. T'as envie tu l'as pas vu, t'as envie de le voir Ouais, ça me donne envie. Moi, j'adore les documentaires. En ce moment, même plus que les films de maintenant, je préfère voir du doc. Ouais. Netflix, pour ça, c'est une excellente plateforme qui propose à chaque fois des docs de qualité. Ouais, celui-ci, je le verrai. On n'est pas sponsorisé, by the way. Non, pas du tout. Mais sinon, il y a un deuxième film qui est sorti 2 ans après Les Glaneurs et les Glaneuses, qui s'appelle Les Glaneurs et les Glaneuses 2 ans après, où elle revient interviewer toutes les personnes qu'elle avait montrées, je pense toutes, qu'elle avait montré le premier film, et c'est aussi très très beau et intéressant. Ouais, j'ai grave envie de le voir. Et ouais, non, c'est. Bon, alors j'enfonce une porte qui est largement ouverte, mais. Oh là. Non, mais c'est énervant quand tu vois les mecs qui laissent. Parce qu'une patate, elle est comme ça et pas comme ça, et ben elle va sur le champ et elle meurt là. Et voilà, de rien pour le fait que je mette un coup de pied dans la fourmilière, mais c'est énervant en fait. Parce qu'il y a des tonnes de bouffe quoi. Je crois que j'ai découvert ce film à un moment de ma vie où j'essaie un peu de me. Manger des patates ? De me désinfluencer. Rien à voir. De me désinfluencer de la surconsommation. Et du coup, dans le film, par exemple, il y a plein de tricks, il y a plein de petits tips, il y a plein de vérités en fait qu'on ne dit pas. Par exemple, le yaourt, il est périmé aujourd'hui. Tu peux quand même le manger, tu vois, genre c'est le minimum de prévention. Ouais, c'est ça. Et tu vois le gâchis, genre dans les poubelles et tout. Et j'aime beaucoup le fait qu'elle juge jamais, comme j'ai dit, elle approche tout avec curiosité et avec un esprit ouvert, et je pense que c'est vraiment la meilleure façon de faire un documentaire comme ça. Et si je dis pas de conneries, il y a un avocat qui sort son code civil et qui dit que c'est légal de glaner, que c'est autorisé dans les... Après une récolte officielle, t'es en droit d'aller sur une propriété privée, je crois, pour ramasser les fruits. Je sais que de temps en temps, quand on travaille au fin fond du Nord-Pas-de-Calais, on passe devant des champs de patates et on voit des gens glaner, du coup. On en a déjà vu plusieurs fois, je me souviens avoir eu cette discussion, il me semble que c'était avec toi, Pierre. Quand on était en virée pour aller au Touquet. D'accord. Je me souviens bien, et on en avait discuté. Le glanage, bien sûr, il faut le faire. C'est pas le capitalisme qui t'a dit qu'une patate ça coûtait 1 euro, qu'il faut que tu acceptes ça. Il y a plein de méthodes. Il n'y a aucune honte. Et on va au Touquet pour travailler, pas pour aller voir Macron. Non. Préciser quand même. Ouais. Je peux justifier d'aller au Touquet. Ouais, j'allais dire un truc, en fait, heureusement que je l'ai pas dit. Personnellement, après le film, j'ai commencé à glaner au marché d'Oisem à Lille, et du coup les commerçants, vu qu'ils me connaissaient avant parce que j'allais vraiment souvent au marché, ils ont commencé à me donner des caisses comme ça, des trucs invendus. C'est un bon tips, allez glaner au marché d'Oisem. D'ailleurs, il y a une association qui s'appelle Les Glaneurs, et ils passent après le marché d'Oisem pour tout glaner et donner aux gens qui en ont besoin. Et du coup, chaque dimanche, il y a vraiment une file énorme à côté du marché d'Oisem qui attend à l'association, et il repart avec énormément de légumes, de fruits, d'herbes, et c'est vraiment... Trop bien. C'est très beau. En fait, dernier truc, je suis désolée, je parle beaucoup, mais c'est un de mes films préférés. Il y a ce côté vraiment de... Quand on touche au reste des autres, que ça soit nourriture, que ça soit objet, que ça soit meuble, etc., il y a un lien qui se crée entre toi et un inconnu, tu vois. Et on le voit de fou dans le film, et j'aime beaucoup ça. Genre, j'aime vraiment les liens entre humains, qui se connaissent ou pas, tu vois. Surtout qui se connaissent pas, c'est vraiment fascinant. Du coup, voilà. Ça, c'était génial. C'était une bonne chose de parler de 12 hommes en colère et des glaneurs et de la glaneuse dans la même émission. On parle de partage, de générosité. On repart sur une note douce. Voilà, c'est beau. Est-ce que vous avez des petites recommandations de fin d'émission ? Moi j'en ai plusieurs, tu veux commencer ? Non, commence. T'en as plusieurs, moi je vais réfléchir. Plusieurs, mec. Ça marche. Bon, déjà pour... alors on revient un petit peu en arrière, 12 hommes en colère, donc je conseille encore une nouvelle fois le remake de William Friedkin. Par rapport à Late Night with the Devil, je recommande fortement un autre film que j'ai vu du même acabit, pareil en indépendant, qui s'appelle Rent a Pal, qui est vraiment incroyable. Pareil, ça va vous hanter, c'est trop bien. Donc Rent a Pal, sorti il me semble il y a
4-5 ans, un truc comme ça, qui est difficilement trouvable. Je crois qu'il bénéficie pas de sous-titres en DVD, mais vous pouvez le trouver sur tartampion.com facilement. Et par rapport au documentaire d'Agnès Varda, il y a un documentariste que j'apprécie aussi particulièrement, c'est Raymond Depardon. Et Raymond Depardon, il a fait Partie de campagne. Si vous n'avez jamais vu Partie de campagne, donc on suit un road trip avec Valéry Giscard d'Estaing qui va serrer des mains pour être élu, tout ça, et qui a demandé à Raymond Depardon de le suivre en pensant que ça allait le mettre en valeur, et en fait Depardon il va s'amuser à faire tout le contraire, et je trouve ça incroyable. Voilà. Et autre documentaire de Chris Marker que j'ai vraiment apprécié, qui s'appelle le Jolimet. Il me semble c'est fin des années 50. Jolimet, qui est vraiment une carte postale des années 50, donc d'après-guerre. On voit un Paris. Il y a une scène avec un vendeur qui dit « Moi, je suis là pour faire du fric et du fric. » Incroyable. Vraiment, voyez ça. Et c'est tout pour les recos. Enfin, en tout cas, pour ma part. C'est marrant, je peux rebondir directement parce que j'ai vu le documentaire de Raymond Depardon sur Valéry, et il y avait Raymond Depardon dans la salle, du coup trop bien, je suis trop content. Et sinon la seule reco, c'est du film que j'ai parlé tout à l'heure. Je pense que pareil vous l'avez déjà vu, mais si vous l'avez pas vu, allez voir Nope de Jordan Peele. Je pense que c'est peut-être son meilleur film. Et c'est pas peut-être, c'est son meilleur film. Get Out. Get Out, c'était pas très bien quand même. Je suis pas du tout d'accord. Mais on a dit qu'on parlait des choses douces en fin d'émission, mais du coup n'allez pas voir Get Out, allez voir directement Nope. Vaut mieux faire ça. Allez, je vous laisse la parole. Moi, ce que je préfère de Jordan Peele, c'est le petit sketch où il y a les boutons pour appuyer le feu piéton. Et il faisait des petits sketchs avant. Je sais plus oui. Et le mec a déjà appuyé sur le bouton. Keith Peele, et il lui dit Don't touch it. J'ai déjà appuyé. What's wrong with you? Super drôle. Jordan Peele, il fait des films d'horreur, mais il a un potentiel comique très très bon. Ouais. Je peux recommander un film, moi? Ouais. Du coup, je recommande vraiment vivement beaucoup Get Out. Allez le voir. C'est toujours la même histoire, le podcast. C'est toujours la même histoire. Moi j'ai vu hier deuxième acte, je sais pas quand l'émission elle sort, c'était en avant-première. J'ai beaucoup rigolé. Je sais pas si j'aime bien la fin, parce que je crois que Dupieux il a du mal à faire des bonnes fins, mais il a des super idées. Donc c'est un très bon début et je sais pas la fin, mais c'est marrant. Voilà. Oui. Ouais, je suis désolé, je refais une dernière reco, j'ai complètement oublié, c'est parce qu'on parlait de secte tout à l'heure et ça m'avait fait rebondir sur un doc qui s'appelle Wild Wild Country, qui est sorti sur Netflix, et c'est un truc, mais tu ne crois pas à ce doc dès le premier épisode alors que c'est une histoire vraie. Sauvage pays. Voyez ça, c'est incroyable, vraiment, ça m'a mis une claque, quoi. C'est là où je me suis dit, Netflix propose quand même des documentaires de qualité, quoi. Voilà. Ok, et ça en fait des choses. Vous avez pris plein la poire, comme on dit. Donc, allez tout voir et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de chaque film. Ouais. J'arrête. Merci Victor, merci Pierre, merci William. Merci à vous. Moi. Et nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures autour de cette table. Au revoir. Au revoir. ASMR. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. Je veux ta plaque, je veux ton arme et j'aurai ta peau. Nom de Dieu, pour qui tu te prends, hein?